les brochures des offices du tourisme et les médias en général nous présentent la plupart du temps l'Inde qui brille. Des sites exceptionnels, un développement important de ses activités industrielles et une croissance annuelle de 7 à 8%. Au coin de la rue, des affiches. Incredible India. L'Inde est en effet incroyable, car à côté de ses richesses et malgré son dynamisme, les pauvres ne voient pas les bénéfices de la croissance. Et parfois, ils en sont même les victimes. Car 65% de la population vit essentiellement de l'agriculture et la majorité sont de très petits paysans ou même des paysans sans terre. En Inde, le système de discrimination fondé sur les castes a été officiellement aboli en 1950 par Pandit Nehru, le père d'Indira Gandhi. Mais dans le concret de tous les jours, cette organisation de la société garde un pouvoir considérable. Ainsi, au bas de l'échelle sociale, se trouvent les Dalits, autrefois appelés intouchables, qui sont relégués à des tâches les moins gratifiantes. Par ailleurs, 104 millions de personnes recensées en 2011 sont particulièrement marginalisées dans la société indienne. Il s'agit des populations tribales, appelées aussi Adivasi. Au sud de l'Inde, comme au nord, les Adivasis essayent de vivre encore des produits de la forêt. Ils essayent aussi de maintenir un petit élevage lorsque c'est possible. Et ils cultivent des légumes et récoltent des fleurs sur la terre proche de leur village. Comme cela ne leur permet pas de subvenir à tous leurs besoins, la santé, l'éducation, les transports, ils se voient dans l'obligation de se faire employer par de riches propriétaires en tant que travailleurs agricoles, et cela dans des conditions très dévalorisées. Comme nous le disait une femme Adivasi, nous avons le droit de vivre dans la forêt. Nos ancêtres y vivent depuis toujours. Nous y célébrons notre culte à la nature et aux arbres sacrés. Mawa, Pilpa, Bilva ou arbre Nîmes. Par notre présence, nous les Adivasis, nous protégeons la forêt. Si nous la quittons, elle sera détruite puisqu'elle sera vendue par l'État à des hommes d'affaires et des entrepreneurs. C'est bien là le problème. Si nous prenons l'exemple du Jharkhand, cet État au nord-est de l'Inde,
Déjà plus de 6 millions de personnes ont vu leur village transféré à des kilomètres de leur lieu de vie habituel, qui était proche de la forêt, pour laisser place à l'exploitation des mines de charbon. Car le gouvernement concède ces territoires aux sociétés minières dont le profit est le maître mot. Les chantiers de ces mines à ciel ouvert sont impressionnants, mais font disparaître les forêts et les terres cultivables, tout en posant de nombreux problèmes d'eau. Les habitants ont été déplacés, et si quelques bourgades restent à proximité, les villageois subissent les pollutions sonores, les tirs de mines et la poussière qui s'infiltre partout. Les habitants, spoliés de leurs lopins de terre pour nourrir leur famille, doivent essayer de survivre quand même dans ce nouveau contexte. Les enfants, les femmes et les hommes se louent pour charger à la main ces cargaisons de charbon que l'on retrouvera plus tard sur toutes les routes du Jharkhand et au-delà. Une économie parallèle de survie se développe aussi. Les femmes tribales ramassent du charbon pour le revendre illégalement. De multiples trajets, avec des charges impressionnantes sur la tête, pour apporter ce charbon qui sera vendu 10 fois plus cher par leur exploiteur. Et tout au long des routes, nous croisons ces mineurs illégaux, ces forçats du vélo avec leurs centaines de kilos de charbon accrochés de partout. Tout cela pour un gain tout relatif, quand on sait que ces hommes reversent un tribut à la police locale pour qu'elle ferme les yeux sur ce trafic. Alors, ces personnes tribales déplacées, c'est sans terre. Une fatalité ? La semaine dernière, nous vous avons fait part du départ de la longue marche des paysans indiens vers la capitale Delhi. Aujourd'hui, ils ont atteint la ville d'Agra dans l'état d'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde, où ils doivent rencontrer le ministre du Développement rural dans l'espoir de trouver une solution pour leur avenir. En 2012, près de 100 000 paysans ont mené une longue marche pacifique à travers différentes régions de l'Inde. Cette manifestation a été organisée par le mouvement Ekta Parishad, qui s'inscrit en droite ligne dans l'héritage de Gandhi. Il y avait déjà eu une mobilisation similaire en 2007 et d'autres manifestations ont suivi. Ces marches et les suites positives attendues sont soutenues, encore actuellement, par de nombreuses associations à travers le monde. Raja Gopal, son initiateur et fondateur du mouvement Ekta Parishad, parlait ainsi en 2012. Ceci est une marche pour les sans-terre. Le fait d'être sans terre est un fléau pour ce pays. Nous ne faisons que faire entendre nos revendications qui sont les suivantes. Tant que vous ne changerez pas votre politique, les pauvres n'auront pas accès à la terre. Et si les pauvres n'ont pas accès à la terre, ils ne peuvent pas obtenir dignité, identité
et justice. Pour obtenir dignité, identité et justice, nous voulons que le gouvernement prenne des mesures pour que les pauvres puissent obtenir des terres pour se construire une maison et pour cultiver de la nourriture. À Hazaribagh, nous trouvons les travailleurs sociaux d'une association non gouvernementale, NSVK, qui s'investissent totalement dans la réalisation des projets portés par la Longue Marche de 2012 et autres manifestations dans le même esprit. Avec eux, nous allons découvrir un village tribal dans lequel est menée une action de formation pour un fonctionnement démocratique et administratif de la communauté, dans laquelle les femmes ont pris des responsabilités. Ces femmes nous expliquent comment elles ont mis en place un système collectif d'épargne pour subvenir aux besoins inopinés de l'une ou l'autre d'entre elles, accident ou maladie par exemple. Sous l'impulsion de l'association, la place donnée aux femmes dans cette communauté permet d'envisager aussi un développement de leurs propres activités agricoles et leur implication dans les questions concernant la terre, l'eau et la forêt. C'est dans un village de la région de Gulma que nous rencontrons un jeune agriculteur qui, après avoir travaillé à la mine, s'est reconverti à l'agriculture biologique. Malgré le scepticisme des anciens et soutenu par l'association NSVK, sa petite exploitation est une réussite et il a même été récompensé en 2015 par un prix de la Caritas India. Et son exemple fait boule de neige dans ce village où il pleut à seaux le jour où nous arrivons. Avec lui, nous pénétrons dans une petite case où sont conservées dans des pots en terre des graines de légumes et céréales anciennes. Ces variétés ont la capacité de se reproduire d'une année sur l'autre, contrairement aux graines du commerce qui sont génétiquement modifiées et qui, donc, ne peuvent pas être réutilisées comme semences. Cette pratique de sélection est un modèle qui est montré aux autres villages pour inciter les villageois à cultiver la terre sans avoir à acheter les semences chaque année. Toutes ces initiatives font partie de ce travail de fourmi réalisé pour combattre la fatalité. Mais le problème primordial des Adivasi reste pour eux et leurs enfants la défense de leurs terres.
C'est dans des conseils de village animés par des travailleurs sociaux, des réunions comme celle-ci à Chott-Kikudi, que se discute et se structure une résistance à la pression des sociétés minières qui veulent agrandir leur terrain d'exploitation. Face à ces sociétés, des Adivasi, ces personnes qui sont en droit de demander à rester sur leurs terres ancestrales, et, avec eux, l'association NSVK qui aide ces villageois dans leur démarche. Il y a bien sûr des procédures à respecter, mais ils peuvent obtenir de l'État indien des titres de propriété. Ils payent des impôts fonciers, n'est-ce pas une raison suffisante pour attester qu'ils sont propriétaires? Mais le problème, c'est qu'il faudrait quand même récupérer d'abord son titre de propriété. Après, s'il va en justice sans avoir le titre de propriété, il gagne, il ne pourra pas. Et ce jour-là, à Chott-Kikudi, plein d'émotions, nous partageons la joie et la gravité de ces paysans qui ont pu enfin obtenir une reconnaissance de leurs droits à travers ces précieux documents. Un repas festif viendra conclure ce moment de vie partagé. L'Inde bouge. Des paysans qui s'organisent pour contrôler leurs ressources vitales, la terre, l'eau et la forêt. Des groupes de femmes qui mettent en place une organisation de prévoyance contre les aléas de la vie quotidienne. Des jeunes agriculteurs qui revoient leur façon de travailler la terre pour se libérer de l'emprise des semenciers. Des villageois qui se regroupent pour obtenir de l'État indien le droit de rester sur leurs terres ancestrales, le droit d'avoir un toit sur leur tête et un bout de terrain pour nourrir leur famille. L'Inde bouge. Pas seulement à travers ses grands chantiers, ses ordinateurs et ses centrales nucléaires, mais aussi dans les petits villages où vivent 70% de la population. Un ensemble de petits pas, mais une marche d'un grand nombre qui n'acceptent pas la fatalité de leur situation. À la suite des grandes figures indiennes qui leur montrent le chemin, ces peuples tribaux se mobilisent et acceptent d'être accompagnés par des personnes que nous avons rencontrées et qui vivent à leur façon, au jour le jour, la parole du poète espagnol Federico García Lorca. Être toujours du côté de ceux qui n'ont rien et auxquels on refuse jusqu'à la tranquillité de ce rien.